chères téléspectatrices et chers téléspectateurs, bienvenue à votre émission Le Rendez-vous de la lecture. Encore une fois, cette émission va être divisée en 2 ou 3 parties, en 2 parties, 2 longues parties, une partie information et une partie interview ou entrevue avec notre invité. Et aujourd'hui, notre invité, c'est Mme Monique Gélineau, qui a récemment fait paraître le livre « C'est le cancer qui m'a sauvé la vie ». Fait que maintenant, donc, on va procéder immédiatement à l'information. On va commencer par les activités culturelles à l'église de l'Île du Port. Vous pouvez vous renseigner pour réserver les billets ou pour en connaître davantage sur le programme. Eh bien, j'ai un numéro de téléphone ici qui est le 450-750-2203. Et il y a également un site Internet. Pour connaître, pour accéder au site, vous pouvez aller sur Google, taper CSDI, DUPAS, DUPAS, fait que là, automatiquement, vous allez, en cliquant là-dessus, vous allez avoir le site va apparaître, parce que vous avez cette option-là, ou vous avez l'option https://, site site.google.com, site au singulier, Comité Culture Île du Port, Fait que, donc, c'est avec ces renseignements-là, vous accédez au site et vous allez à la page Activités à venir. Et parmi les activités à venir, eh bien, il y a le 31 janvier. C'est Colette Plante et son groupe qui vont se produire à l'église de l'Île du Port à compter de 20 heures. Le coût du billet est de 15 $. Bon, il y a un élément, donc, en venant à encourager Colette Plante et son groupe, eh bien, vous encouragez aussi à la sauvegarde de l'église de l'Île du Port. Et faire remarquer, Mme Colette Plante et son groupe ont renoncé à leur cachet. Donc, le prix du bien sert totalement, justement, à la sauvegarde de l'église de l'Île du Port. Donc, ça, c'est le rendez-vous 31 janvier à 20 h à l'église de l'Île du Port. Vous pouvez venir, en passant là, avec également les autres activités, vous pouvez venir vers 18h30. Là, vous pouvez avoir le choix de décider de prendre un petit repas avec des mets du terroir. C'est évident que ces mets-là coûtent un montant de 15 $, mais vous avez là des produits du terroir. Le 21 février, une soirée gospel, toujours à 20 h. Là, le prix pour la soirée gospel est de 20 $. Là-dedans, il y a comme invité, il y a Sylvie Desgroseilliers. Donc, c'est une choriste qui fait sa marque au Québec, Sylvie Desgroseilliers. Si vous connaissez Sylvie Desgroseilliers, mais elle va être présente le 21 février lors de la soirée gospel à 20 h à l'église de l'Île du Port. Puis encore une fois, vous pouvez venir à 18h30 si vous voulez prendre un repas avec des mets du terroir. 13 mars, c'est une soirée conférence avec Mme Nathalie Provost. Elle va nous parler de ce qui s'est passé à l'école polytechnique. La tuerie à l'école polytechnique. Le coût du billet est de 20 $. 21 mars, Simon Boudreau, toujours à l'église de l'Île du Port, à compter de 20 h. Le coût du billet est de 20 $. Puis M. Boudreau, c'est un style chansonnier. Le 11 avril,
une soirée de danse aura lieu à l'église en compter de 20 heures. Pour le moment, il y a encore des renseignements à nous faire parvenir. Donc, le 11 avril, ceux qui aiment la danse, bien, auront le choix de venir danser à l'église de l'Éducat à compter de 20 heures. Encore une fois, je vous ai donné tout à l'heure le numéro de téléphone et l'adresse du site Internet. Fait que là, on peut se renseigner à ces endroits-là. 25 avril, Mme Julie Aucoin et son équipe se produiront à l'église de l'île du Pas en compter de 20 heures. C'est un répertoire varié, dit-on. Le 16 mai, c'est une soirée particulière. C'est une soirée qui va porter sur l'itinérance. Il va y avoir un spectacle justement sur l'itinérance à l'église de l'île du Pas. Encore là, pour cet élément-là, il va y avoir des renseignements de plusieurs renseignements plus tard. Et comme j'ai dit tout à l'heure, tous ces événements sont précédés d'un goûter au coût de 15 $ pour ceux et celles qui veulent bien arriver à cette heure-là et qui sont servis sur place en compter de 18h30. Bon, il y a aussi musique et poésie. Là, donc, il y a un autre aspect, c'est l'aspect musique et poésie. Musique et poésie, mais la prochaine rencontre, c'est le 4 février. Le groupe Musique et Poésie liront des poèmes de Arthur Rimbaud. Cet événement se déroulera à l'église de l'Éducat en compter de 19h30. Dans ce cas-là, il s'agit de contributions volontaires. Une autre soirée, musique et poésie, aura lieu le 4 mars. Ça, c'est lecture de poèmes de Anne Hébert. Encore là, contribution volontaire. Fait que, donc, vous pouvez constater qu'à l'île du Pas, sur le plan culturel, on est vraiment dynamique. Mais étant donné que notre émission s'appelle quand même le rendez-vous de la lecture. Fait que là, je vais vous suggérer, encore une fois, si jamais vous avez un crayon ou si vous avez encore des livres à acheter, on va commencer par les églises de la MRC de Dautré. Donc, il s'agit de s'informer directement à la MRC de Dautré pour voir s'il reste encore ce livre-là qui est vraiment très, très, très beau. Des pages couleurs, et chaque paroisse de la MRC de Dautré, chaque lieu de culte de la MRC de Dautré sont en couleur dans ce livre-là, qui a un prix abordable. Un autre livre extrêmement intéressant, encore une fois, qui porte sur les églises, c'est le livre de Trésors et Petits secrets de l'église de Berthierville, écrit par M. Claude Sauvageau. Donc, on peut s'adresser au presbytère de la paroisse de Sainte-Geneviève de Berthier pour avoir des renseignements au sujet de ce livre-là. Encore une fois, c'est un livre qui contient beaucoup en noir et blanc, d'accord, mais des fois en couleur. Donc, c'est un livre à prix abordable avec des illustrations soit en noir et blanc, soit en couleur. Il y a un aspect histoire. M. Jacques Raymel, président de la Corporation du patrimoine de Berthier, a publié l'année dernière un livre qui s'appelle Sur les pas de l'histoire, le développement territorial du Grand Berthier et de ses odonymes. C'est-à-dire, ça rassemble les rues de Berthierville et de Sainte-Geneviève de Berthier avec un aspect historique. Qu'est-ce qui fait que telle rue s'appelle... d'où vient le nom de telle rue ou de telle portion, de tel parc ou autrement? Eh bien ça, on a la réponse dans ce livre-là. Donc, pour obtenir ce livre-là, eh bien, on téléphone à M. Jacques Raymel à 450-836-8158. Encore une fois, bonne lecture avec celui-là. Bon, tout à l'heure, nous allons recevoir Mme Monique Gélineau, et ce livre-là s'appelle « Ce cancer qui m'a sauvé la vie ». Fait qu'on en saura plus
tout à l'heure, lorsque nous allons recevoir Mme Génineau. Ici, un petit livre qui a l'air de rien du tout, c'est Linda Amiot. Ça, c'est le jardin d'Amsterdam. Mme Amiot, avec ce livre-là, s'est mérité le Grand Prix des bibliothèques de Montréal pour les adolescents de 12 à 16 ans. Donc, justement, ce livre-là nous raconte c'est une histoire, c'est une évolution d'une amitié entre une jeune personne, une jeune adolescente et une personne âgée. C'est vraiment écrit dans un style merveilleux. Vous avez quelqu'un ici, vous connaissez peut-être pas. Éric Roger. Éric Roger, à chaque dernier mercredi du mois, organise à l'Escalier. L'Escalier, c'est un genre de petit lieu, petit bar pas loin de sur la rue Sainte-Catherine, pas loin de Saint-Denis. Ça s'appelle l'Escalier. Et à chaque dernier mercredi du mois, eh bien, il met en vedette lui aussi des poètes. Comme il a déjà fait en hiver, et ce mois-ci, c'est Medjé Mézina. Donc, et il nous a produit ici un petit livre qui s'appelle Le passé en couleur, suivi de Le soleil veut ta peau. C'est une poésie particulière, mais quelqu'un qui aime la poésie, c'est un auteur à découvrir. On se procure ce livre-là directement chez l'auteur au prix de 25 $. Si jamais vous voulez avoir des renseignements, eh bien, vous avez seulement qu'à faire m'adresser un courriel à louismkempton@gmail.com. Maintenant, on va parler un petit peu des livres qui sont parus, dont je vous ai déjà parlé, qui sont parus aux Écrits des Forges. Ici, nous avons Christina Montesquieu, son livre « Qui ne naîtra pas ». C'est le titre, c'est « Qui ne naîtra pas ». Un autre, Nora Talla, que nous pensons accueillir à notre studio, soit en mars, soit en avril. Nora Talla, toujours les Écrits des Forges, Homme de sable. Réal Chevrette, que je vous parle assez régulièrement, Fragment d'aube. C'est un très beau livre, très beau poème aussi. Vous avez Donald Allary, toujours aux Écrits des Forges, à domicile. Encore une fois, tous ceux qui aiment la poésie, c'est extrêmement important. Et vous vous souvenez sans doute que nous avons reçu à nos studios Raymond Baudouin, qui nous a parlé de la vie des bûcherons au temps de Python. À lire. Lina Savignac, que nous avons reçu, et qui va nous parler de Les Entiers et le Chardon. Très, très, très bon livre. Et finalement, nous avons notre ami Jean-Pierre Baillet. Ça, c'est cette trilogie-là, c'est le deuxième livre de la trilogie de Blanc de Nuit. Donc, encore une fois, c'est une lecture à se procurer. Puis nous avons également un dernier livre qui s'appelle Joe Hamster et le mensonge. C'est de Christian Brien. Christian Brien, que nous allons recevoir peut-être au mois d'avril. C'est Joe Hamster, le mensonge. C'est son deuxième livre. Le premier, ça s'appelait Joe Hamster, le duel d'une vie. Fait que je vous souhaite une super bonne lecture. Et là, nous allons nous apprêter à recevoir notre invitée, Mme Monique Génineau. À tout à l'heure. Bonjour, ici Jonathan Garnier, chef propriétaire de la Guilde culinaire et animateur de l'émission Ça va chauffer. Vous regardez CTRB Télé.
Rebonjour, chères téléspectatrices et chers téléspectateurs. Comme mentionné dans la première partie, nous avons l'immense plaisir d'accueillir aujourd'hui Mme Monique Gélineau, native de Montréal, mais qui reste à Joliette depuis quelque temps. Bonjour, Mme Gélineau. Bonjour. Bonjour. Ça fait plaisir. Là, vous avez écrit dernièrement un livre. Oui. Ce cancer qui a changé ma vie. Qui a sauvé ma vie. Qui a sauvé ma vie. Racontez-moi un peu comment vous avez vécu le cancer, quand, et puis qu'est-ce qui vous a amené à produire ce livre-là. D'accord. Donc, le cancer, ça date quand même de 10 ans. Je suis ce qu'on appelle, j'utilise moi pas ça, mais la majorité des gens utilisent une survivante. Ouais. Fait que j'ai eu le cancer il y a 10 ans. Évidemment, bon, chirurgie, chimiothérapie, radiothérapie. Et au cours de cette année-là, parce que j'ai été 1 an arrêtée en congé, j'ai écrit. J'avais besoin d'écrire tout ce que je vivais, ce qui s'est passé. Et par le fait même, ou dans la même foulée, j'ai beaucoup documenté le premier écrit là, que j'ai écrit. Ça a été fait en 2004. Oui. Fait que j'ai beaucoup documenté d'auteurs, de médecins, psychanalystes, thérapeutes et d'autres, des conteurs, des conteuses. Et ça m'avait donné comme un livre d'à peu près 500 pages. Oui. Et, bon, je ne vous dirai pas dans quelles circonstances, mais il y a, disons, 6 mois, j'ai décidé de reprendre ce texte-là, de le travailler, de l'épurer énormément et d'en faire un livre qui a même pas tout à fait 200 pages. Donc, il a été vraiment épuré et j'ai élagué beaucoup d'histoires. Donc, j'avais besoin d'écrire pour me faire du bien. Oui. Et ça a été atteint il y a 10 ans. Il y a 10 ans. Bon. Ça, donc, est-ce que vous pourriez peut-être nous situer en disant peut-être l'avant-propos? Oui, avec plaisir. L'avant-propos, avec plaisir. Merci. Le cancer fait peur. Le mot cancer fait très peur. Les mots « vous avez un cancer » sont parmi les pires qu'on puisse entendre. Certains s'en sortent, d'autres, physiquement, en meurent. La maladie, en général, veut nous parler de nous, de ce que l'on a négligé, occulté, repoussé sous le tapis, envoyé aux oubliettes, récemment ou il y a des décennies. Elle nous est propre à chacun. C'est une histoire intime qui n'appartient à personne d'autre, et je pense que chacun d'entre nous peut sortir grandi d'un retour à soi vécu dans la conscience, l'humilité et l'amour. Guy Corneau a écrit « Le cancer représente une trop belle occasion d'évoluer pour la laisser passer. C'est ce que j'ai tenté de faire à ma façon, il y a 10 ans, et que je partage maintenant avec vous. » C'est bon. Donc, ça nous met... Donc, c'était comme... C'est bon? Oui, ça, c'est... Bon, là, vous avez écrit ça il y a 10 ans. Oui, j'ai écrit ça il y a 10 ans. Au niveau, quand vous avez le cancer, vous, je pense, vous allez me raconter un peu... Donc, vous avez fait de la chimiothérapie, mais vous avez fait également de la médecine, ce qu'on appelle... Ce que j'ai fait pour... Bon, quand j'ai appris, hein, on comprend, je ne suis pas différente des autres. Ça a été un choc énorme quand j'ai appris que j'avais le cancer. Et j'ai décidé d'utiliser la médecine traditionnelle. Même si, bien des années avant, j'avais dit jamais je ferai de la chimio. Quand c'est rendu à notre tour, on y pense comme il faut. Fait que j'ai décidé de travailler avec la médecine traditionnelle, donc allopathique, mais d'utiliser aussi beaucoup la médecine alternative. D'accord. Donc, j'ai fait des traitements de luminothérapie. C'est pas tout à fait comme ça que ça s'appelle, ça m'échappe là, mais on va dire luminothérapie. Et, bon, des soins énergétiques, des traitements Reiki, bien des choses. Et tout ça mis ensemble avec la chirurgie, la chimio, la radiothérapie, eh bien, je m'en suis sortie et très bien sortie. Très bien sortie. Bon.
Là, on va parler un peu. On va revenir à vos autres livres qui vont parler, mais avant, on aimerait connaître un peu Mme Monique Gélineau. Donc, c'est la quatrième d'une famille de 11 enfants. Oui, je suis la quatrième de 11. Moi, je suis née à Montréal. Au moment où on se parle, je suis plus une Lanaudoise qu'une Montréalaise. Ça fait 30... J'aurais vécu dans Lanaudière là, comme 45 ans, là. Ah, bon, Donc, 20 ans ailleurs au Québec et 45 ans dans Lanaudière. bon. Ouais. Élevée dans une grande famille, dans les plus vieilles. Chez nous, il y avait... même si c'était... Je viens d'une famille pauvre, il y avait quand même énormément de lecture. Ah, bon. Mes parents, parce qu'on en a parlé un petit peu tantôt, la presse et le devoir, ça rentrait chez nous tous les matins. Mes frères étaient d'ailleurs des camelots, des livreurs de journaux du matin. Oui. Donc, la presse et le devoir, ça s'entrait. Donc, mes parents lisaient ça. Évidemment, moi, je lisais pas ça, là, petite, là. Ce qui m'a énormément aidée, je dirais, dans un sens, c'est que, bon, d'abord, j'ai aimé lire. J'ai aimé apprendre à lire à 5 ans. Je suis entrée à l'école à 5 ans. Et ça a été une passion folle qui ne m'a jamais quittée. Ça, là, la lecture. Sauf que venant d'une grande famille plutôt pauvre, mes parents n'avaient pas d'argent pour acheter des livres, nous fournir. Et surtout à la vitesse à laquelle je lisais. Donc, j'ai été une abonnée de bibliothèque très jeune. À partir de 7-8 ans, 8-9 ans, j'ai emprunté des livres à la bibliothèque, donc 7-8, jusque vers 13 ans, où là, ben, je gardais des enfants, je me faisais de l'argent de poche. Et un de mes frères... lui et moi, en fait, on était deux grands lecteurs. Et là, on s'est mis à acheter des livres de poche. Parfois usagés, parfois neufs. Exact. Et là, bien, je me suis vraiment tapé les grands classiques français, là. Je vous dis pas que j'ai aimé ça passionnément, là, mais il y a des bouts dont je me souviens avec grand plaisir. Victor Hugo, Chateaubriand. Dostoïevski. Bon, lui, il n'était pas français, mais tout de même. Daniel Rops. Julien Green, Gilbert Cesbron. Il m'en vient, là. Fait que j'ai énormément lu jusqu'à mon mariage une couple d'années après, là. Oui, d'accord. Et puis, vous avez, je crois, fait 2 carrières. Vous avez... Dans votre vie, c'est divisé en 2, je pense. Ma vie, bon, à peu près toute ma vie, c'est divisé en 2. Ou en 3, là. C'est des pièces, des pointes de tarte. Donc, effectivement, venant de grosses familles, mes parents m'ont demandé de quitter l'école assez jeune pour les aider, pour travailler et les aider. Donc, j'ai été 25 ans de secrétaire, jeune secrétaire, jusqu'à adjointe administrative. Donc, j'ai été dans le domaine du secrétariat 25 ans. Dans les 10 dernières années de ces 25 années-là, j'ai fait mon baccalauréat le soir à l'université. Une petite partie en traduction, puis une grande partie, en fait, la majeure était en sciences de la communication. Pardon. À la suite de quoi, parce qu'il y a une offre qui... En fait, c'était une annonce dans un journal, aussi simple que ça. On cherchait une enseignante en bureautique au cégep de Joliette. Et j'ai posé ma candidature. J'avais enfin un baccalauréat qui me permettait d'enseigner au cégep. Fait que c'est comme ça que je suis passée de 25 ans de secrétariat à 25 ans d'enseignement collégial. Oui. Donc, vous avez aimé chacune de vos... vous avez dit que c'était le secrétariat, c'est ça. Maintenant, c'est l'enseignement, c'est ça. Bon, écoutez, là, sur votre site, vous avez un site Internet. Le site, est-ce que c'est uniquement www... Oui, Monique Gélineau, en un mot, .ca. Donc, on a fait www. Monique Gélineau, G-E-L-I-N-E-A-U.ca. Fait que je suis allé sur votre site, et là, j'ai vu qu'à l'adolescence, vous faisiez de la correspondance, échanger avec d'autres jeunes à travers le monde. Oui, en même temps que je lisais, je dirais, oui, parce que j'étais déjà... Donc, entre 11 et, je dirais, 14 ans à peu près,
Ça a été probablement mes débuts d'écrivaine, ça. Ah, bon, En d'accord. tout cas, même si j'ai beaucoup écrit, mais à divers moments de ma vie, j'ai tenu correspondance avec, mon Dieu, je me souviens d'une jeune Américaine, donc en français et en anglais. Ouais. Une jeune Américaine, on était fans des Beatles toutes les deux. Fait que là, je devais avoir 13 ans rendu là. Ouais. Une jeune Française, une Belge, une Allemande, elle c'était en anglais. Je correspondais avec un jeune, dans le temps on disait le Congo belge. Ouais. Aujourd'hui c'est autre chose, ça s'appelle autrement. Fait que j'ai eu le 6, 7, 8 correspondants. Puis le plaisir, je me souviens encore, j'écrivais avec une plume fontaine. Ouais. Sur le beau papier bleu fin, Ouais, qui ouais, allait outre-mer. là. Ouais. Je passais la grande partie de l'argent que je gagnais à garder des enfants, là, Ouais. à acheter des thèmes pour coller là-dessus Ah, ouais. et envoyer ça. Mes parents n'avaient pas les moyens de me payer ça. Fait que j'ai beaucoup écrit à cette époque-là. Bon, d'accord. Mais là, donc vous avez vécu des éléments, c'est quand même de cancer. Bon, on l'a vu tout à l'heure, on l'a vu dans votre livre. Oui, C'est quand même quelque chose de difficile. oui. Vous avez écrit ici, ou du moins, c'est un livre qui va peut-être paraître d'ici un an, au sujet de cette âme, une âme En détresse. une âme en détresse. Ouais, en fait, ce cancer qui m'a sauvé la vie a été écrit il y a 10 ans. Je vais faire un aparté, je suis très bonne là-dedans. Essayez de me ramener à bonne place, par exemple, à la fin, si je ne reviens pas toute seule. Là. D'accord. En fait, les 3 livres qui vont être publiés en moins d'1 an, c'est des écrits qui ont été faits. Celui-ci est déjà publié il y a 10 ans. Une âme en détresse, c'est l'histoire du suicide, je reviendrai dans les détails tantôt, qui a été écrit, le suicide, excusez, d'un de mes enfants, il y a 25 ans, et qui a été écrit il y a 24 ans. Et ensuite, des nouvelles que j'ai commencé à écrire il y a 15 ans et que je viens de terminer. Donc, c'était des projets d'écriture, Ouais. des histoires que j'avais écrites qui me faisaient du bien ou qui me faisaient plaisir, ou bon, enfin. Et c'est grâce à un atelier, c'était pas un atelier d'écriture proprement dit. En fait, c'est un programme d'écriture autobiographique auquel je participe, qui va se terminer en avril, mais auquel je participe depuis 1 an et demi, presque, maintenant. Ouais. Et c'est ça qui a été comme un déclencheur chez moi de ressortir mes vieux écrits Ouais. et de les nettoyer, épurer, élaguer, comme on disait, et d'en faire des livres. Et je me dis, et pourquoi pas les présenter au public? Exactement. Donc, les mettre sur le marché, les rendre disponibles. Donc, c'est cet atelier-là. C'est un atelier où on se rencontre 2 fois par mois, ou à peu près, où on écrit le récit de notre vie. Donc, aucun des 3 livres qui vont être publiés cette année. Ouais. Là, je suis en train d'écrire quelque chose qui est rendu quand même à 300 pages et plus, là, Ouais. qui est l'histoire de mes ancêtres, mes grands-parents, mes parents, moi Ouais. et mes enfants. Fait que ça, je dirais, c'est un autre projet qui verra peut-être l'impression et la publication. Ouais. Sinon, je le garderai pour mes enfants. Donc, c'est cet atelier-là qui a fait ressurgir le désir de, je dirais, comme de boucler. C'était comme de les boucler, ces livres-là. Ouais. C'est comme si, là, j'avais un besoin de ne pas les laisser traîner là, puis à rien faire. Je me suis dit, peut-être que, particulièrement ce cancer qui m'a sauvé la vie, quand je l'ai fait imprimer, parce que c'est édité à compte d'auteur, pour l'instant en tout cas, quand je l'ai fait imprimer, je me suis dit, peut-être que ça aidera quelqu'un. Exact. Moi, il m'a fait du bien il y a 10 ans. Il m'a fait du bien de l'écrire. Ça a été, en fait, c'était même vital que j'écrive il y a 10 ans, pendant ma période de cancer. Et puis là, je me suis dit, peut-être que ça servira à quelqu'un d'autre. Écoutez, vous m'avez parlé que M. Claude Herbloin, avec qui je vous semble avoir des... Oui. Fait que là, je pense que ce matin, vous avez reçu un courriel qui est forcément encourageant. Je crois que vous avez un paragraphe là-dedans qui résume un peu pas mal sa pensée. Oui. Donc, Claude Blouin, un ancien prof du cégep. C'est un écrivain lanaudois. Il a quand même écrit 15-20 livres, Claude. Conférencier. Claude, il est spécialiste du cinéma japonais au Québec. Exactement. Et il m'a envoyé parce qu'il a acheté mon livre à la librairie Martin à Joliette.
Et il m'a envoyé ses commentaires. Pardon, je vous en lis une petite partie. Tel qu'il est, je pense que ton livre devrait aider bien des gens qui passent par un chemin équivalent ou qui accompagnent des gens qui passent par là. Tu as dû voir les résultats d'une recherche parue récemment dans les journaux sur la part du hasard dans le fait de se trouver avec un cancer, les 2/3 des cas, en fait. Ce qui est sûr, c'est que ton témoignage sur ce que tu as vécu en propre, encore plus que tes lectures, dont il importait toutefois que tu témoignes de l'impact sur toi, est ce qui ramène le plus le lecteur à comparer avec sa propre condition. Tu témoignes bien de la manière dont on arrive à trouver des moments de rayonnement, à se rebâtir. Oui, j'étais heureuse. C'est une partie des commentaires de Claude. Et c'était en fait une de mes objectifs. Bon, puis je les mettais pas trop haut, je les mettais là où ils étaient pour arriver d'eux-mêmes. Exact. Est-ce que ça pourrait rendre service à quelqu'un un jour? Et Claude est allé dans le même sens. Il dit, il pense, enfin il m'a écrit qu'il pensait que ça pourrait rendre grand service à d'autres personnes. À d'autres personnes. Oui. C'est déjà de relire, là, je vois mon opinion, mon impression. Déjà, le titre, ce cancer qui m'a sauvé la vie. Tu sais, généralement, le cancer et vie. Oui, bien, comme je le lisais tantôt dans l'avant-propos, le cancer, dès qu'on entend ça, on a plus une impression de vite, là, mort. Oui, Ce qui rentre en premier, c'est mort. Exactement. Ou bien, est-ce que je vais survivre? Est-ce que je vais m'en sortir? Ouais. Mais cancer puis mort, mais on sait aussi qu'il y a quand même un bon nombre de personnes qui, physiquement, ne s'en sortent pas. Exactement. Mais ce n'est pas pour rien que ce livre-là, le mot « vie » a un V majuscule. Oui. Parce que ça ne m'a pas juste sauvé la vie, je dirais, physique, là. C'est que ça m'a... je le dis à ma façon, ce cancer-là m'a obligée, dès les premiers jours après la nouvelle, à faire un retour sur moi et sur ma vie. Oui. Et Claude fait mention ici, donc les recherches scientifiques parues dans les journaux, là, sur la part de hasard dans le fait de se retrouver avec un cancer. Et c'est pas pour rien qu'il l'écrit, c'est parce que moi, je dis dès les premières pages, je sais pourquoi j'ai eu un cancer. Ah bon. Fait que lui, il a tout lu le livre, fait qu'il pouvait amener le résultat d'une autre recherche, là. Et je pense, bon, je répète, c'est ce que j'ai un peu lu tantôt, la maladie, que ce soit le cancer ou d'autres choses, c'est très personnel, c'est très privé. Exactement. Je dirais que c'est très intime. J'ai eu le cancer et, bon, physiquement, j'ai survécu, mais ça a changé ma vie. Mais c'est ma vie personnelle, c'est ma vie physique, c'est ma vie spirituelle. Spirituelle aussi, oui. Ah oui. Je n'ai pas pu. Le cancer, même si les gens riaient de moi, je vais l'avouer, ou presque, bon, on riait, peut-être un peu fort, là. J'ai dit, ce cancer-là a été une grâce dans ma vie. Ça, c'est ma petite vie, là. Oui. Le petit V. Ouais. Ça a été une grâce parce que j'ai pris le temps, hein, puis on en a un an de congé, là. Oui. Hein, on travaille 40 heures puis 50 heures par semaine. Je suis 1 an arrêtée. J'ai pris le temps de refaire un tour de ma vie et de regarder qu'est-ce que j'ai fait, comment je me comporte avec la vie, qu'est-ce que je pense aujourd'hui, en sachant que j'ai un cancer, qu'est-ce que je changerais, etc. Fait que le cancer m'a apporté d'énormes grâces, du temps. Ouais. Ça a l'air drôle, hein? Mais moi, je me courais après la queue, là. Je galopais. Mes enfants étaient grands, c'est quand même il y a 10 ans, là, ils étaient déjà grands. J'ai eu mes enfants très jeunes. Mais j'ai eu du temps. J'ai, à la suite du cancer, fait une formation pour devenir animatrice de club de rire. Ah bon? Parce que ça, c'était important dans ma vie à ce moment-là. J'ai découvert la tranquillité intérieure. À un moment donné, en chimiothérapie, parfois, on a des effets secondaires, et ça encore, c'est très personnel, et privé. Chacun, c'est à peu près différent, là.
Et il y a des journées, après les traitements, j'étais comme 2 jours, là. Ça, moi, là, étendue dans le lit, puis morte, là, c'était pareil. Ah, bon. J'étais tellement faible, j'avais de la difficulté, et je vivais toute seule, même à cette époque-là. J'avais de la difficulté à penser, même à penser que je devais sortir de mon lit, puis à la toilette, disons. Ah, bon. Fait que quand vous vous trouvez dans cet état-là, je le raconte un jour dans le livre, là, je me déposais, je me suis déposée dans la tranquillité. Je me suis déposée dans les mains de Dieu, dans les anges, enfin, moi je dis dans les mains de Dieu, je m'en suis vraiment remis comme à ce qui était là, à ce qui arrivait. Ouais. Ça a été magnifique. Ça a été une belle période. Par ailleurs, j'aimerais ça lire un autre petit bout pour faire comprendre quelque chose. Allez-y. À la page 41, j'ai créé une grande parenthèse. Je dois faire une grande parenthèse à ce moment-ci. Il y a eu tellement de facteurs qui ont agi simultanément au cours des semaines et des mois qui ont suivi. L'annonce du cancer, la chirurgie, la chimio, on est déjà rendu là, que je ne peux pointer du doigt aucun d'entre eux comme étant celui, le seul, qui a permis que tout se passe aussi bien. Mon désir de passer au travers de cette leçon de vie importante et toute l'énergie, et parfois même, bien plus souvent d'ailleurs, tout l'abandon que j'y ai consacré, a été l'un de ces facteurs. Penser que la médecine m'aiderait à guérir, mais ne pas remettre ma vie et mon corps entier dans ses mains. Donc, l'accompagnement professionnel, mais grandement humain, des médecins avec lesquels j'ai travaillé en a été un autre. Ma foi et mon moral inattaquable, un autre encore. Le traitement photonique et le support du thérapeute pendant plus d'1 mois en a été un autre. Toutes les personnes qui m'ont facilité la vie en me prêtant leur automobile. Ah oui, je n'avais pas d'automobile dans ce temps-là. Ah bon. Ça en a été un. Les cercles de prière autour de moi, amis, famille, un autre. Des soins homéopathiques, pré- et post-opératoires, des traitements de Reiki à distance, des traitements énergétiques et chiropratiques après la radiothérapie ont également participé à mon mieux-être. Des bonnes pensées venant de tout le monde par téléphone, de vive voix ou par Internet. Ça, je l'ai rajouté très récemment parce qu'en fait, tout le livre a été écrit il y a 10 ans, mais j'ai rajouté ce paragraphe-là là, que je vais vous lire. Oui, d'accord. Je tiens également à souligner que je n'adhère pas au terme combat, lutte ou bataille pour décrire les gestes que j'ai posés ou les états dans lesquels je me suis déposée pour guérir ce cancer. Car ces mots portent une finalité de victoire ou de défaite à laquelle je ne veux ni ne peut souscrire. Selon moi, chaque personne qui fait un retour chez soi dans la conscience, l'abandon et l'amour émergera de cette période grandie, donc assurément gagnante. Ah bon, ben c'est super. Je pense qu'on est gagnant quand on fait un retour sur soi, sur sa vie. D'accord. Et même si au final, nous allons tous mourir physiquement, même si au final, il y en a qui meurent plus vite que d'autres, effectivement. Exact. Bon, là, voilà revenir là. Combien vous avez eu d'enfants, vous? J'ai eu 4 enfants. 4 enfants. Mais en fait, 3. J'en ai adopté un et ensuite j'en ai eu 3. Vous en avez adopté un, puis ça, vous en avez eu 3. Oui, en fait, quand l'homme que j'ai épousé à ce moment-là avait un fils que j'ai adopté. Exactement, Okay? oui. Et ensuite, à nous deux, nous avons eu 3 autres enfants. 3 autres enfants. Bon. Je soupçonne, on va parler du deuxième livre, mais ça, on parlera de celui qui va s'intercaler entre les deux. Celui-là et l'autre. Oui. Vous avez dit, quand on reste là tout à l'heure, vous avez dit que le fils, vous me parlez d'un fils adoptif, il a 25 ans, il s'est suicidé. Exact. Ouais. Donc, ça a pris 1 an, m'avait dit, ça a pris 1 an pour vous de mettre sur le papier cette chose-là. Oui. Et quand vous l'avez comme épuré, disons dernièrement, comment vous avez réagi?
Ce texte-là, donc, j'ai un fils qui avait, parce que notre différence d'âge était très petite, on avait 13 ans de différence, qui s'est suicidé à l'âge de 26 ans, Ouais, ouais. en 1990. Oh, ben, Donc, ça va faire 25 ans là, ouais, ouais. mais il avait 26 ans. Ah, Il bon. aurait donc 51 ans aujourd'hui. là. Ouais, ouais, OK? Non, ça, c'est la pire catastrophe qui peut pas arriver à une mère, là. Exactement, ouais. Oui. Et j'ai écrit, je suis d'abord allée en thérapie parce que ça l'a comme bouleversé ma vie. Ouais, Et ouais, ouais. c'est le plus jeune mourait, alors qu'à ce moment-là, je n'avais perdu ni frère, ni sœur, ni père, ni oncle, ni tante. Personne n'était mort, là, ou à peu Ouais, ouais, ouais. sauf une tante, mais il y a très, très longtemps. Ouais, là. ouais. Personne n'était mort et ce fils-là de 26 ans meurt. Moi, ça a été comme... Il y avait quelque chose dans l'ordre. Tu sais, Ouais, ouais. je voulais encore qu'il y ait un ordre. Aujourd'hui, je me dis, bon, tout ça, on a chacun notre temps pour mourir. Exact. Mais un suicide, c'est quand même une mort violente. là. Exactement, ouais, ouais. Donc, j'ai fait beaucoup de thérapie pour essayer de me tirer au clair là-dedans et voir là, où j'en étais. Et j'ai écrit. Donc, j'ai écrit à ce moment-là un texte. Mais quand je l'ai récupéré, le retrouvé récemment, là, il était version papier, donc j'ai dû le retaper au complet. Bon, d'accord, ouais. Et le nettoyer, bon, l'épurer lors des lectures des premiers lecteurs particulièrement. C'est l'histoire de son suicide, la semaine qui a suivi, les funérailles. Et ensuite, je le prends comme à rebours. Là, je raconte mon histoire avec lui. Ah, bon. Donc, je l'ai connu, j'avais 15 ans. Ouais, ouais, ouais. Il en avait 2. Je me suis mariée à 17 ans. Il en avait 4. Ouais, ouais, ouais. Et là, il est venu vivre avec nous. Ouais, ouais, ouais. Et je raconte donc son parcours et le mien de ces 4 ans-là jusqu'à ce qu'il quitte la maison vers 18 ans. 18 ans, bon, Oui. donc c'est un souvenir là-dessus. Donc, peut-être, est-ce que vous donnez à ce moment-là une conclusion à ce livre-là, en ce sens de dire, bien, écoutez, ce sont des coups durs, mais ça fait partie peut-être justement de la vie, malheureusement, qu'il y a des personnes qui... Ah oui. Dans la conclusion, en fait, l'introduction, un peu comme ce cancer qui m'a sauvé la vie, Ouais, ouais. il y a l'introduction et la conclusion qui ont été écrites cette année. Ouais, ouais. Même chose pour le titre donc du suicide, du livre du suicide de Ouais, Jean-Marc. ouais. C'est Une âme en détresse. Ouais. Et je l'ai toujours, je qualifiais Jean-Marc, mon fils, d'une âme en détresse. Ouais. Mais la conclusion de ce livre-là, là, qui est terminé, je dis à quelque part, il y a 25 ans, je parlais de lui comme une âme en détresse. Mais aujourd'hui, quand j'y repense, puis évidemment, j'ai vieilli de 25 ans, j'ai fait du chemin depuis 25 ans, Effectivement, ouais. je le vois, parce que je crois en cela, je le vois comme nous tous, comme une âme lumineuse, éternelle, qui a fait un passage assez court sur cette terre Exactement. et qui a eu une vie en détresse. Ah, bon, c'est la vie qui est en détresse. C'est ça. Fait que, mais j'ai maintenu le titre quand même, Une âme en détresse, Évidemment, ouais. mais je le vois plus comme une vie en détresse. Une vie en détresse. Oui. Bon, oui, d'accord. Là, maintenant, entre les deux, il va y avoir, je pense, en fin février, la parution d'un livre qui s'appelle « Mes hommes et leurs os Oui. Donc, Mes hommes et leurs os, E-A-U-X, hein, pas leurs os, pas ceux-là, là. Et leurs os, ça aussi, c'est quelque chose que j'ai commencé à écrire il y a une quinzaine d'années. Fait que j'ai quand même continué à écrire, mais lors d'événements. Mais les nouvelles, c'était par plaisir. Le cancer, on comprend, c'est l'événement. Le suicide, c'est l'événement qui m'a fait écrire pour dégager mon cœur puis mon âme, là. Ah, ouais. Mais les nouvelles, c'était le plaisir. Donc, ce sont des histoires où chaque homme que je nomme, que je connais, que j'ai connu en tout cas, chaque homme qui est dans ce livre-là, dans chaque petite nouvelle, est un homme que j'ai connu. Le nom reste le même ou est changé. J'ai fait des variantes assez folles là-dessus. Là. Ouais. Et chacun d'eux est relié à un thème d'eau. Exemple, Roger. Bon, Roger, c'est mon père. Il s'appelait Roger. Ouais. La rivière du Nord. On a eu un chalet au bord de la rivière du Nord à Sainte-Marguerite-du-Lac-Masson quand j'étais petite. Fait que là, il est là sur le bord de la rivière puis il pêche. Là, c'est une petite histoire de pêche. Mais même pas. Mais enfin, vous verrez.
François, François, je l'ai gardé en partie. Ça, c'est mon frère préféré, celui avec lequel j'ai beaucoup lu. Exactement. C'est La fine pluie dans le cimetière. On aimait tous les deux se promener dans les cimetières, François puis moi. Ah, bon. Pourtant, on n'est pas macabre. En tout cas, moi, je ne suis pas du tout. Je suis plutôt quelqu'un de joyeux. Donc, c'est Alex et la tempête de neige à Montréal, Serge et les bidons d'eau potable, Bernard et les boules à neige. Vous savez, les boules à Noël qu'on tourne de bord, Ouais. OK, puis qu'on ramène, là, puis la neige tombe. Là. Ouais. Donc, c'est un enfant avec une boule à neige. Vincent, donc les larmes, l'eau de vaisselle de la coloc, c'est les eaux de naissance, la rivière glacée. Donc, je décris la patinoire. Ah oui, excusez, je me sentais à Joliette. La patinoire sur la rivière L'Assomption. Que j'ai beaucoup patiné, qu'un de mes amis a beaucoup patiné. Il est décédé maintenant. Fait que je lui fais faire des bons coups de patin le matin sur la rivière. Fait que ce sont des thèmes d'eau, larmes, pluie, glace, fleuve, mer, rivière, reliés à des hommes que j'ai connus et je les ai mis en action dans ces thèmes-là. Voilà. Donc, c'est avec cet aspect un peu plus léger. Oui. Ça fait du bien, hein, des fois. Oui, je me suis beaucoup amusée. J'ai beaucoup aimé écrire ça. J'en avais peut-être écrite des nouvelles, peut-être 4-5, là. Et dans le livre qui va paraître, il y en a, je dirais, une quinzaine. Une quinzaine. Oui. Mais c'est un petit livre quand même, c'est un 100 pages, 110 pages, là. Ben, il y a une quinzaine de nouvelles d'à peu près 4 pages, 5 pages chacun. Et en fait... dans l'ordre, c'était clair, Ce cancer qui m'a sauvé la vie sortait en premier. Il est sorti, il est en vente chez René Martin ou sur mon site web en format papier ou EPUB pour les iPads et liseuses, ou bien en format PDF pour les gens qui n'ont qu'un ordinateur. Et je voulais tout de suite après, et c'est terminé, la couverture est faite d'ailleurs, publier Une âme en détresse. Mais je me suis dit que pour les lecteurs, un thème de cancer et un thème de suicide, je dirais en très mauvais français, back à back, là, un derrière l'autre collé, c'était peut-être un peu rude. Fait que, donc, tu sais, Mes hommes et leurs eaux étaient presque terminés. Là, il est en lecture, là, finale, maintenant. Donc, j'ai décidé de mettre quelque chose de plus léger entre les deux. Fait que les nouvelles vont sortir fin février, début mars. Et le livre est déjà prêt, là, Une âme en détresse, sortira peut-être en septembre-octobre. Septembre-octobre. Oui, un peu plus tard à l'automne. D'accord. Mais entre-temps, est-ce que vous avez des projets d'écriture en ce moment? Bien là, il y a le récit de ma vie qui n'est pas terminé. Exact. Qui n'est vraiment pas terminé, mais qui est déjà avec, quelques photos. Bien, il y en a quand même quelques pages, là, des ancêtres surtout. Je suis déjà rendue à 300 quelques pages, le récit de ma vie. Celui-là, je vais le terminer, ça c'est clair. Je vais le boucler, je vais le fignoler. Je ne sais pas si je le sortirai au public, mais je l'ai écrit pour mes enfants et mes petits-enfants. J'ai quand même plusieurs petits-enfants, fait que je me dis un jour, ils voudront peut-être savoir d'où ils viennent. Là. C'était qui cette grand-mère-là? Là? Donc, sinon, le prochain projet qui n'est pas là, mais tout à coup me passe une idée par la tête, là, ça va être d'autres nouvelles. D'autres nouvelles? Oui, ça va être d'autres nouvelles. Ou, si vraiment je me sens bien ferrée, ce sera un roman. Un roman? Oui. Bon. Parce que là, vous m'avez dit quand on était au restaurant, là, que vous êtes une lectrice... boulimique. Boulimique. Oui, quand je n'écris pas, bon là, c'est ça que j'ai beaucoup réduit mon rythme de lecture, mais quand je n'écris pas, je lis 2 à 3 livres, et parfois plus, par semaine. Mais je dirais 2-3, là, ça c'est régulier, là. Vraiment régulier. Donc, on peut dire environ 150 livres par année. Je lis facilement 150 livres par année, moi. Mais vous m'avez parlé de ce thème de tout, puis là, ça va venir. C'était plutôt des biographies que vous aimez. Hein? J'aime les biographies. J'aime les récits. J'aime les romans, mais il faut que ce soit pas du petit roman mou, là. Du petit roman mou, mon Dieu, qu'est-ce que je dis? J'aime quand il y a un fond historique. Les romans à saveur, en guillemets, là, à saveur historique, ça me plaît beaucoup. Et j'ai appris beaucoup de choses en lisant
Des romans, j'appelle ça des romans historiques, tout simplement, là. Ouais. Des romans historiques. J'aime les biographies, mais je préfère les romans historiques. Je ne lis pas de poésie. Et c'est dommage parce que j'ai une sœur qui écrit de la magnifique poésie. Ah, bon. Et je me mets à lire ça, là, puis c'est comme... non, la poésie, c'est comme difficile pour moi. C'est ça. Mais bon, c'est correct. Je lis beaucoup depuis quelques années, depuis longtemps, depuis que j'ai 20 ans. Donc, il y a des thèmes récurrents dans mes lectures. La mort, ça a l'air drôle, hein, la mort, mais je suis pas noire du tout, là, je le maintiens. J'aime la vie, je suis une vive la joie. Les thèmes de mort, et particulièrement les thèmes de les gens qui sont morts et qui en sont revenus, donc les EMI, là, les expériences de mort imminente ou de mort, maintenant ils appellent ça EMT, les morts temporaires même maintenant. Ça, j'aime ça. Ce qui se passe, là, la vie après la vie. Oui. Les livres à caractère spirituel m'allument beaucoup aussi. Ça, c'est clair. C'est pas très grand public. Bon, le public, je pense, grandit de plus en plus à cet égard-là. Peut-être que mon prochain livre sera un roman ou des nouvelles à saveur spirituelle, je ne le sais pas. Mais je sens que ça va venir. Il y a quelque chose qui va m'inspirer grandement à un moment donné, puis je vais m'aligner là. Sinon, des livres à caractère scientifique. J'ai lu quelques livres sur les sciences, la physique quantique l'année dernière. Et sans que je comprenne, je ne suis pas scientifique du tout, là, mathématiques de 9e année quasiment. J'ai jamais fait de chimie de physique dans ma vie. D'accord, oui. Parce que j'ai terminé l'école très jeune au départ, puis mes études universitaires n'étaient pas du tout en sciences. Mais j'apprends des choses et je me dis, ce que je lis dans certains livres sur la spiritualité, l'état de la Terre ou l'écologie m'intéresse beaucoup aussi. Et je retrouve dans la physique quantique ou les mathématiques quantiques. Ils appellent ça en fait la mécanique quantique. Je retrouve des choses, je trouve que le fil, tu sais, c'est comme si un jour, tout ça avait appartenu à un certain nombre de personnes, très restreint, et l'autre à l'autre groupe. Et là, il y a des fils qui sont en train de se tendre et je viens à bout de comprendre des petits bouts de ça. Ça m'intéresse beaucoup de développer, d'ouvrir un peu mes connaissances au niveau scientifique. D'accord. Écoutez, on m'avait parlé. Moi, quand je parle, peut-être une question justement au niveau de la lecture. Vous m'avez dit que vous écrivez. On va commencer par la lecture, si on viendra à l'écriture. Quelle est la période de la journée où vous aimez le plus lire? Lire, il faut qu'il fasse clair. Ça a l'air drôle, hein? Moi, je me lève à 5 heures le matin. Je ne lis pas tant que le jour n'est pas levé. Je lis à la lumière du jour. Ah bon? Je lis le jour, je lis l'après-midi. Exceptionnellement, et je dis bien exceptionnellement, je vais allumer une lampe puis je vais lire une fois le jour tombé. Ah bon. Je lis à la lumière du jour, mais quand j'écris, j'écris le matin. Je me lève à 5 heures et là, j'ai été, je dirais, depuis le mois de juillet, dans beaucoup d'écriture. Là. Fait que de 7 heures à 11 heures le matin, je suis devant mon ordinateur et je dirais que j'avais comme un grand plaisir parce que si je bloquais, tu sais, après 2-3 pages, donc j'écris entre 7 et 11 le matin, rarement après. Parfois après, mais rarement. Et comme j'avais comme 3 projets d'écriture en même temps, il y avait 3 livres, si à un moment donné, je bloquais dans l'un, je le fermais, je le mettais de côté, je m'en allais dans l'autre, et tout ça. Fait que là, je suis devant rien pour l'instant. Fait que je vais peut-être lire un peu plus. Là. Et je me suis dit que là, ce que j'irais lire, probablement, je vais retourner à des sources que je ne connais pas, c'est les vieux philosophes grecs. Je ne sais pas pourquoi, ça m'a appelé, inspiré. Là, il y a un fil qui a dit, regarde, va. Bon, j'ai jamais fait cégep, ça n'existait pas quand moi j'étais jeune. Donc, les cours de philo, zéro idée. Peut-être que ça ne m'aurait pas intéressé à 17 ans non plus. Mais là, j'ai un besoin d'aller lire Aristote.
Là, il y a juste Aristote qui me vient, là, mais il y en a d'autres, là. Ça me tenterait de lire un peu à quoi il pensait, comment il pensait. Bon, d'accord, c'est dans Oui. ce sens. Mais quand vous lisez, Oui. dans le silence ou avec un peu de musique? Non. Silence. Silence complet. Oui. Quand vous écrivez, la même chose. Quand j'écris, il peut y avoir de la musique. Parce que ça marche tout seul. Hein? Ouais, ouais. Moi, je tape 110 mots à minute. Là. Ça roule. J'ai fait ça. Ça fait 50 ans que je tape. Ouais. Donc, ça va tout seul. Vous pourriez me parler, je pourrais écouter de la musique, ramasser mes idées puis taper. Bon. Fait qu'il y a quelque chose. Mais bon, de préférence, la musique, je la mets là-bas parce que je mets de la musique classique là-bas, généralement. Et je tape, puis je reste concentrée là-dessus. Ouais. D'accord. Écoutez, moi, ce que je peux vous suggérer, c'est que vous continuez la lecture, ça, je vous fais confiance, mais surtout au niveau de l'écriture. Là, vous avez parlé d'un projet de continuer les contes, pas les contes, mais les nouvelles, les petites nouvelles. Puis si vous avez des choses posées en compte, d'autres idées, je vous encourage. Écoutez, avant de terminer, je vais m'adresser aux téléspectateurs. On répète encore l'adresse courriel de madame, www.moniquegélineau.ca. Fait que ça, vous allez pouvoir avoir toute l'information concernant ces livres, comme celui-ci, Un cœur en détresse. Une âme en détresse, c'est-à-dire, et finalement, Mes âmes et leurs eaux. Fait que là, donc, en allant sur le site de madame, et surtout, comme elle a dit, ce livre-là, ce cancer qui m'a sauvé la vie, est à la librairie Martin aussi. Au centre-ville seulement. Au centre-ville uniquement. Oui, pour l'instant. Pour le moment, d'accord. Oui. Écoutez, moi, ça m'a fait un immense plaisir de vous accueillir à l'émission. Et moi, d'être accueilli. Merci beaucoup. Ça fait plaisir. Fait que tout ce qu'on peut vous souhaiter, c'est que dès qu'il va y avoir une nouvelle parution, de venir nous en parler ou encore simplement de nous envoyer quelque chose pour qu'on puisse en parler. Fait que vous continuez à écrire, continuez à avoir la vie belle, parce que vous m'avez dit que vous étiez une rieuse un petit peu. Oui, je suis de Rieux. Ben, j'ai animé le Club de rire à Joliette quelques années. Le Club de rire, donc, vous continuez à être positif. Donc, continuez à être positif et créatrice. En tout cas, encore une fois, merci d'être venu au studio. Merci beaucoup, ça m'a fait plaisir. Plaisir, là. Salut tout le monde, ici Martin Deschamps et vous écoutez CTRB. Salut! Alors, chers téléspectateurs, chères téléspectatrices, notre émission tire déjà à sa fin. C'est le moment de remercier Mme Monique Gélineau, notre invitée, de remercier surtout notre technicien, Michael Chevrette. Donc, il y a des gens qui m'endurent un peu, c'est déjà du positif. Donc, un gros merci à Michael Chevrette pour son travail. Merci également à CTRB qui nous permet justement de vous présenter cette émission. Et surtout, merci à vous, téléspectatrices et téléspectateurs, qui aimez partager votre temps avec nous. Fait que, merci de votre fidélité. Et la prochaine émission, au mois de février, pour le moment, mais on déterminera qui sera notre invité. Encore une fois, merci à vous, merci à Michael, merci à Mme Monique Gélineau. À la prochaine.